Il est minuit, à la sixième nuit originale. Vous savez ce que ça veut dire? Nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, non pas par une histoire dont il va falloir déterminer si elle est vraie ou non, mais par de l'actualité. Parce que oui, quelquefois dans le paranormal, il y a de l'actualité. Et dans les histoires qui font peur aussi. Et donc l'actualité, c'est la semaine dernière et la semaine d'avant, enfin depuis 3 semaines, un individu a commencé à poster sur le forum, sur le réseau social Reddit, des messages cryptiques. Et pour raconter des histoires sans dire si elles étaient vraies ou non. Donc on ignore tout de ce mystérieux individu qui signe Nine Mother, Nine Horses, Nine Eyes, Nine. Donc on va l'appeler Neuf parce que sinon il va être un peu chiant. Et donc ce mystérieux Neuf a débarqué sur Reddit et a parlé d'expériences qui ont eu lieu des années 50 à 70, des expériences réalisées par les Américains et par les Russes, qui étaient des expériences qui impliquaient de donner énormément de LSD à des populations et à les laisser créer des nouvelles technologies en partant dans ces états seconds. Et la mythologie que met en place monsieur Nine Mother, on va l'appeler comme ça, en fait implique que ces gens auraient réussi à créer une sorte de technologie très étrange basée sur des portails de chair qui s'ouvriraient et communiqueraient avec d'autres mondes. Enfin, il a développé comme ça tout cet univers dont on ne sait pas si... Il ne dit jamais si c'est vrai ou pas. Il semble avoir des références historiques très pointues, c'est-à-dire que quelquefois il parle d'événements et les internautes ont découvert que ces événements faisaient référence à des événements qui avaient vraiment eu lieu pendant la guerre froide. Et donc ça a levé comme ça une certaine suspicion autour de ces récits. Sont-ils vrais? Sont-ils faux? Est-ce que c'est quelqu'un, un ancien de la CIA, qui raconte des secrets très bien gardés? Vous allez voir la teneur des secrets, vous ferez votre propre opinion. Ou est-ce que c'est simplement un écrivain de talent qui invente une mythologie? Donc on va commencer par un texte qui était relativement court. De Nine Mother, Nine Horse, Nine Eyes, Nine. Avant de découvrir le village, on suspectait les détecteurs de n'être que de simples accessoires factices, des jouets donnés par les gars de la CIA pour nous rassurer. Personne n'accordait la moindre attention à ces machins. 3 jours dans la jungle et ces détecteurs n'avaient pas détecté le moindre putain de signal. Mais avant même d'apercevoir la première hutte, les aiguilles de tous les appareils se sont mises à bouger à l'unisson. S'il s'agissait de simples jouets, on avait là des effets spéciaux assez cool. Les aiguilles dansaient d'avant en arrière et les petites boîtes de métal chantaient leur AO, AO, tout ensemble, comme un chœur d'écolier, très bizarre. On les a éteintes. Nos instructions nous disaient de traiter tous les Vietnamiens comme des combattants. On les a tous tués. Il n'y eut guère de résistance, à vrai dire. Si certains avaient des flingues, la plupart étaient désarmés. Aucun ne riposta. Ils ne fuirent même pas. Ils restaient là, assis par terre, à glander au soleil, et on les a abattus là où on les a trouvés. Un boulot sordide. Et très bizarre, ça nous a angoissés encore plus que les détecteurs. C'était comme s'ils attendaient de mourir. Après avoir nettoyé le village, on ne savait plus quoi faire. On a donc rallumé un des détecteurs pour le promener dans les environs et voir ce qui s'y passait. Le détecteur s'affola devant l'une des plus grosses huttes du village, au centre. On l'avait déjà nettoyé, mais on y est retourné. Il y avait un hôtel à l'intérieur avec des chandelles, des bouddhas, des panneaux dorés avec des écritures bizarres dessus et toutes ces conneries. On s'est dit que peut-être un des bouddhas faisait déconner les détecteurs, mais non. La hutte était vraiment très chaude et étouffante, même selon les critères épouvantables du Vietnam. C'était vraiment, vraiment très humide là-dedans. Même les statues de Bouddha transpiraient. Leur visage était littéralement couvert de perles de condensation. Tout le monde avait remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, quelque chose semblait ne pas aller avec la pression atmosphérique. Alors on a tout balancé, ramassé toutes les merdes et on les a foutues dehors. Bien sûr, quand on a soulevé la grosse plaque sur laquelle reposait l'hôtel, il y avait quelque chose en dessous. C'était un puits fait de chair, environ 1,50 m de diamètre, et qui plongeait de bien 6 mètres avant de se courber hors de portée du regard. Et quand je dis fait de chair, je veux dire c'était comme regarder dans la gorge de quelqu'un. Un truc organique, humide et rougeâtre. On savait qu'il creusait des tunnels, mais là, on ne comprenait même pas ce qu'on était en train de regarder. Ça respirait. La chair semblait vaguement frétiller et de l'air chaud sortait. Ça faisait comme si quelqu'un vous respirait directement au visage, à vous en rendre malade. Il nous avait dit « Vous saurez quand vous le verrez ». Eh ben, on avait vu et on savait.
On a envoyé les coordonnées par radio et on a pris nos putains de jambes à notre cou. Voilà. Alors je crois que c'est une histoire qui est en plusieurs parties. C'est une histoire qui est en plusieurs parties, donc on y reviendra peut-être plus tard au cours de la soirée. J'aurai d'autres extraits des messages de Nine Mother. Top, super. Très bien. Et donc, je sais que certains d'entre vous avaient apporté des histoires. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Ou est-ce que vous voulez que je commence? Perso, je veux bien que tu commences, comme ça je vois comment tu fais. La légitimité, tout ça, c'est compliqué. La légitimité. Donc, par laquelle je vais commencer? J'ai peut-être un petit truc un peu light. Il faut toujours y aller en crescendo pour que ça fonctionne. Alors, on va commencer, par celle-là, que je trouve assez mignonne. Mignonne, je l'aime. La musique, elle est horrible. Vraiment sur la mignonité. Qui s'appelle Les têtes d'examen. Ah, ça a l'air très mignon. Alors, les têtes d'examen, ça se passe en 1971 du côté de Liverpool. Exham est une ville anglaise. Donc, les têtes ont été à l'origine déterrées par deux garçons, Colin et Leslie Robson, qui les ont trouvées dans leur jardin en 1971. Après la découverte, la famille Robson a signalé d'étranges phénomènes, comme le fait que les têtes changeaient parfois de place quand il n'y avait personne pour le voir, et des bouteilles étaient mystérieusement propulsées à travers la tête. Alors pour vous renseigner, j'ai vu des photos. Les têtes, c'est des espèces de petites statues en pierre. Une est blanche et une est noire. Elles font à peu près cette taille et elles ont un peu un côté sculpture celtique, quoi. La famille Dodd, leur voisin, signala aussi des phénomènes. L'un de leurs enfants avait eu les cheveux tirés pendant la nuit et sa mère avait vu une étrange silhouette, moitié homme, moitié mouton, quitter la pièce peu de temps après. Alors, le jour où ça t'arrivera, tu rigoleras moins, Clara Golan. Je visualise. Les têtes furent ensuite confiées au docteur Anne Ross, une experte en artefacts celtiques. D'après ses propres déclarations, elle se serait réveillée un matin et aurait aperçu une silhouette partiellement animale quitter la chambre. Elle l'aurait suivie en bas des escaliers jusqu'à la cuisine avant de perdre sa trace. Quelques jours plus tard, sa fille, Bérénice, qui lui avait dit qu'en rentrant de l'école, elle avait aperçu une sorte d'énorme loup-garou dans les escaliers, qui aurait sauté par-dessus la balustrade et couru dans le corridor avant de disparaître. La doctoresse y vit une relation avec le loup d'Exham, qui tua beaucoup de bétail durant l'hiver 1904. L'histoire ne dit pas comment elle avait fait ce parallèle, mais visiblement un loup avait décimé les troupeaux à cette époque. Ross parla aussi de sensations de froid et d'une présence à côté d'elle, de la porte du bureau qui s'ouvrait brusquement sans aucune raison apparente, et d'une autre rencontre avec cette silhouette sombre. Ayant entendu les histoires de Nellie Dodd, la docteure Ross fit le lien avec les têtes d'Exham, et elle affirme que tous les incidents se sont arrêtés après qu'elle se fut débarrassée de toutes les têtes celtiques en sa possession, incluant les deux têtes d'Exham. Les têtes furent données au professeur Don Robbins, un chimiste, qui émit l'hypothèse, que j'aime beaucoup, que les têtes contenant beaucoup de quartz pouvaient agir comme une sorte d'ordinateur naturel rudimentaire qui aurait en quelque sorte enregistré des images du passé et qui donnait ainsi l'illusion que les pierres avaient des pouvoirs. Cependant, ça n'expliquait en rien certains phénomènes, comme une pluie de débris de verre sur un des lits dans la maison de Dodds. Les têtes originales furent ensuite perdues et nul ne les revit depuis. Alors, est-ce que vous avez des hypothèses là-dessus? Légende urbaine, vraie histoire avec du vrai, du faux? Alors, le coup de l'ordinateur, comment ça fonctionne Juste, honnêtement, pour revenir sur le truc là. Honnêtement, c'est le truc où quand j'ai lu l'article, j'ai fait oui. Ordinateur naturel. C'est ça. C'est un concept. Alors, sans vous spoiler, parce qu'on reparlera de cette histoire comme d'habitude à la fin de l'émission, mais je me suis donc renseigné ensuite sur le fameux chimiste Don Robbins. Il y aura de la révélation. Moi, j'aimerais savoir, dans la créature mi-homme, mi-mouton, qu'est-ce qui est homme et qu'est-ce qui est mouton? Je me demandais pareil, quelle moitié? Alors c'est Centaure? marrant. C'est Comme un marrant. centaure? Moi j'ai Comme un réfléchi. Moi quand j'ai tapé le texte, quand je l'ai traduit, parce que je l'ai trouvé ça, c'était écrit en anglais. Et quand je l'ai traduit, j'ai pas du tout visualisé moitié-moitié. Tu vois, moi je voyais plutôt
J'avais vraiment le côté princesse mec Mononoke, tu sais, courbé du genre mec avec courbé une- avec ouais. une peau de mouton et des cornes. Oui, enroulées. pareil. Wodan. Mais du ça. coup, si on dit vraiment Oui. moitié-moitié, je suis un peu C'est le intriguée. démon de l'Aïd. Voilà. J'ai pensé à faire une Non, blague mais- sur le méchoui, je me suis dit non. En fait, c'est juste que dans l'animal menaçant, le mouton est pas très haut dans la liste. Mais ça Mm. fait un peu Mais c'est flipper. vrai que ça peut Si être t'as vu le Alors, film honnêtement, d'horreur avec les moutons ouais. zombies, ça peut être hyper un glauque. mouton qui cavale, Black sheep. Personnellement, n'importe quel animal, s'il est à moitié humain, je flippe. Moi, j'ai pensé à Oui. Shaun Je veux le dire, mouton. ouais, du coup. voilà, tu me mets un tamanoir, tu fais un moitié homme, moitié tamanoir, je trouve ça Parce que c'est un un peu Non, mais flippant. même juste un tamanoir Truc tout court, court, ouais. tu te crois, Non, tu vas, c'est trop tu vas grave. pisser la nuit, tu tombes sur un tamanoir, tu flippes de manière Non, générale. mais prenons un Tu tombes sur un animal très pigeon, tu mignon. flippes quoi. un tu chaton. vois. Genre, Un pandarou. Un un homme panda. chaton. Un homme chaton mignon, ça doit être hyper C'est flippant. hyper flippant. Ça Ouais. doit être hyper flippant. T'imagines un gars comme ça qui est chez toi. Et qui Je sais pas, ronronne. tu sais, j'imagine, voilà. Et Qui tu sais, puis il te ronronne regarde, fort. il a juste une tête de chat mignon et il fait. Ah non. Ah non, pitié. En même temps, chaque fois qu'on imagine moitié-moitié, on imagine une séparation horizontale. Oui, Mais ça pourrait très bien être juste moitié-moitié, ou ça serait Ouais. un mouton total juste de profil. ça Il brise, se retourne, mais en fait pas du tout. ça brise un peu l'idée de symétrie des êtres vivants, mais je vois ce que tu veux dire. Bon, quelques mots quand même encore sur cette affaire que j'ai quand même donc juste pour revenir dessus vite fait pour vous faire votre idée, j'ai trouvé plusieurs sources qui Des têtes d'examen, donc. qui évoquent les têtes d'examen. Il y a même des photos qui circulent sur Internet. Sur les têtes. Sur On- l'ordinateur en quartz. Non, on Mais c'est voit ça, les hein. têtes T'as en bien question. suivi. Elles n'ont pas du tout l'air d'être en quartz. Elles ont l'air vraiment, honnêtement, tu as l'impression que c'est le truc qui a été taillé dans du grès, un peu Ok. grossier comme ça, mais voilà. Bon, Thomas, Excellent. tu veux, Bon, les gens commencent à faire pipi sous eux. tu veux faire l'histoire suivante, Thomas? J'en ai une, ouais. J'en ai Vas-y. une, effectivement. Alors, ça s'appelle la fuite du cerveau. Je voudrais juste signaler que parmi tous les commentaires qu'on a, il y en a un qui revient énormément, qui est on est tous en train de faire pipi sous nous. Jack Parker à la banane. Ok. C'est une histoire qui se passe aux États-Unis. On est dans les années 90. Une vieille dame tout à fait charmante faisait souvent les courses pour les personnes âgées et les infirmes de sa paroisse. C'était une chaude journée d'été. Et une dame lui demanda de passer chercher quelques affaires et de les lui ramener chez elle, dans un quartier dangereux de Baltimore. Cette demande n'enchantait pas la vieille dame, mais elle ne pouvait pas refuser, même si elle était terrifiée à l'idée de conduire dans cette partie de la ville où les pires violences étaient fréquemment rapportées. Après avoir récupéré les sacs à l'épicerie, elle se dirigea vers l'adresse indiquée. Mais alors qu'elle entrait dans le quartier de la dame, elle remarqua de jeunes voyous à l'angle de la rue. En fait, il y avait des jeunes voyous partout. Immédiatement, et même si sa voiture ne possédait pas de climatisation, elle s'empressa de fermer les fenêtres et supporta en silence la chaleur de plus de 32 degrés. Elle conduisait toujours quand elle sentit un très fort impact à l'arrière de sa tête, puis un suintement humide commença à couler lentement sur ses cheveux. Brusquement, elle comprit. On lui avait tiré dessus et quelques parties de son cerveau étaient en train de s'écouler de son crâne. Paniquée, elle s'empressa de faire demi-tour jusqu'à l'hôpital le plus proche et rassemblant ses dernières forces, elle parvint à se traîner jusqu'à l'accueil des urgences et à prévenir le personnel qu'on venait de lui tirer dessus. Immédiatement, la vieille dame fut prise en charge et transportée vers une salle d'examen. Les médecins tourbillonnaient autour d'elle, cherchant la blessure mais ne voyant pas de sang, ils finirent par lui demander où est-ce qu'elle avait été touchée. La vieille dame leur répondit qu'elle avait été touchée à la tête et ils aperçurent alors l'étrange masse blanche qui semblait sortir de son crâne dès qu'ils l'examinèrent. Ils réalisèrent que cette substance ne faisait pas partie de son cerveau. Et c'est tout? Alors il y a une chute. Mais je veux d'abord vous entendre dire si selon vous cette histoire est vraie ou pas. Elle a C'est des bouts de vrai. cerveau qui Moi, lui j'y sortent crois. de la tête J'y et crois. elle meurt pas. Bah, il vient de dire en fait c'était pas C'était du pas son cerveau. cerveau, Moi j'ai envie de dire oui. On lui a acheté du yaourt. Donc attends, elle reçoit un fort choc à l'arrière de la tête. Ça se met à suinter Un Et- œuf. et elle se... Et elle déduit c'est que du c'est son céleri. cerveau. Et elle se dit, j'ai pris une balle dans la tête. Cela dit, j'ai cru un jour que je m'étais crevé l'œil parce que j'avais du liquide blanc. En fait, c'était juste, je m'étais mis du dentifrice dans l'œil. Donc c'est possible. Jack Parker. J'en peux plus Je voulais juste rappeler ton nom après cette déclaration. Boulet, est-ce que
Alors moi, tu me l'as raconté tout à l'heure, donc Donc oui, toi, tu l'effet sais, de surprise évidemment. est beaucoup moins fort. Ah, c'est ça. Je veux juste souligner que j'apprécie beaucoup le terme voyou dans ton récit. Oui. C'est parce qu'on est un peu dans un truc Des, américain, LA, tu sais, les quartiers un peu louches. Ouais. J'imagine C'est des la mecs torse traduction de nu avec des thug. flingues. C'était Je pense que c'est des thug. roublards. C'était des thugs, mais Des ça- loustiques. il C'est ça. traduit ça, voilà, il Ah. traduit ça par des canailles. Des blousons de cuir. Des crapulous. Est-ce que du coup, vous savez, parce que là pour le coup il y a une chute, donc je suis obligé de vous dire en direct, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie qui s'est produite dans les années 90 et qui a été racontée sur scène pour la première fois par une comédienne dont je n'ai pas réussi à retrouver le nom. Et si elle a été racontée par une comédienne, c'est qu'évidemment il y a eu une chute. Et en l'occurrence, C'est un peu ridicule, c'est ça la substance qui était derrière son crâne était en fait un morceau de pâte à biscuits, puisque la boîte a explosé sous la chaleur de la voiture. Voilà, c'est une histoire qui a été racontée vers le milieu des années 90, qu'une comédienne a racontée sur un forum. Et l'histoire s'est très rapidement répandue. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'elle a fini par apparaître dans certains journaux. Certains journaux ont pris cette histoire très au sérieux et en ont fait des reportages plusieurs mois après. Voilà. Un nouveau scoop d'actualité. Des taxis horrifiés déclarent avoir eu pour passagers des passagers fantômes dans la région dévastée par le tsunami de 2011. À Ishinomaki, au nord-est du Japon, au moins 7 chauffeurs de taxi ont reporté avoir eu une course fantôme en conséquence du tsunami qui avait suivi le tremblement de terre en 2011. Toutes ces histoires sont remarquablement similaires. Un taxi prend un passager dans une zone dévastée naguère par le tsunami. Il lance le compteur et demande la destination, ce à quoi le client répond de manière un peu étrange. En s'approchant du quartier demandé, si le chauffeur se retourne pour demander des précisions, le ou la cliente a disparu. Ces chauffeurs prétendent que ces personnes étaient en fait des victimes de la catastrophe, essayant toujours de rentrer chez eux après leur mort. D'après le journal Asahi Shimbun, au moins 7 chauffeurs d'Ishinomaki ont rapporté ce type de rencontre. La ville côtière de la préfecture de Miyagi a été l'une des régions les plus sévèrement touchées par le tsunami, qui a fait presque 16 000 victimes au total. Yuka Kudo, une étudiante en sociologie de l'université Tohoku Gakuin, a recueilli le témoignage d'un chauffeur de taxi prétendant avoir vu une résidente de ce quartier quelques mois après le séisme. Il affirme qu'il était en train de parcourir la ville quand une jeune femme habillée d'un manteau serait montée dans son taxi près de la station Ishinomaki et lui aurait demandé « Conduisez-moi au Minamihama », le district. Il lui aurait répondu que le quartier était presque désert et lui aurait demandé si elle était sûre de vouloir aller là-bas. La femme aurait répondu d'une voix tremblante « Est-ce que je suis morte ?» Parcouru d'un frisson glacial, le chauffeur se serait retourné sur son fauteuil pour répondre, mais il n'y avait personne d'autre dans le taxi. Un autre chauffeur, dans la quarantaine, raconte une expérience similaire. Il raconte qu'un jeune homme est monté dans son taxi et lui a demandé d'aller à Iyoriyama, sans donner de plus de précision, en pointant juste en direction de la montagne. Arrivé à destination, encore une fois, le taxi était vide. Ces récits glaçants, qui sont parmi 7 autres récits similaires, ont été réunis par mademoiselle Kudo dans le cadre de sa soutenance de thèse. L'étudiante a demandé à plus d'une centaine de chauffeurs s'ils avaient eu des expériences inhabituelles depuis le tremblement de terre. La question aurait étrangement rendu furieux et hostile certains, mais d'autres, dont ceux-ci, auraient accepté de témoigner. Les 7 témoins auraient tout d'abord cru à de vrais passagers dans la mesure où ils avaient tous mis leur compteur en route. Et elle ajoute qu'ils décrivent presque tous les passagers mystérieux comme étant jeunes. Les jeunes ressentent un chagrin puissant à leur mort quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas retrouver les gens qu'ils aiment, explique-t-elle. Dans leur amertume, ils ont peut-être essayé de les rejoindre en taxi comme une dernière possibilité de retour. Les chauffeurs déclarent ne pas avoir ressenti de peur en se rendant compte que leurs passagers avaient disparu. L'un a avoué avoir lui-même perdu un membre de sa famille dans le tsunami. Un autre a déclaré que, même prévenu, il accepterait à nouveau un fantôme comme client sans hésiter. Les chauffeurs de taxi ne sont pas les seuls à déclarer avoir vu des fantômes dans les décombres des communes côtières de Tohoku. Il y a eu de nombreux reports de silhouettes spectrales dans les quartiers résidentiels rayés de la carte, et des esprits attendant en file devant des magasins qui n'existent plus. Des exorcistes ont déclaré avoir aidé des gens qui voyaient des fantômes sans tête, d'autres dont les corps avaient perdu des membres, et d'autres prétendant être possédés par l'âme d'une victime. Donc voilà. Réel, bidon, légende urbaine, film, livre. Alors je crois que... on les fait maintenant, les vrais pas vrais ou... On les dira à la fin. Ouais. On les dira à la fin, mais je pense savoir... J'ai cru entendre un certain Patrick Beau me dire que c'était plus ou moins vrai qu'il y avait beaucoup de témoignages comme ça qui
qui arrivait. Je trouve ça très mélancolique comme histoire. Oui, beaucoup de commentaires disent que c'est plus triste que flippant. plus triste que flippant. Ouais. c'est Honnêtement, bien moi, les flippant, quand passagers fantômes, Oui. Ouais, Ouais, Bah, mais il en est termes de pas véracité des agressif. témoignages, Il veut c'est- juste rentrer chez lui. Tu Ouais. vois, c'est... ouais. C'est vrai qu'il y a un côté un peu Miyazaki, tu sais, le fantôme sans tête à côté de Chihiro. à côté de C'est Chihiro dans vrai le qu'il bus. s'assied à côté de toi dans le bus, il est même sympa, je pense qu'il te propose des bonbons, tu vois. Non, ça, bonbons c'est Non, faut un- pas accepter les des bonbons bonbons des fantômes. inconnus fantômes. C'est un- Faut pas Ils faire sont ça. à moitié J'ai démembrés. j'ai pris un Uber comme ça. Qui a une histoire? Alors, Moi, t'as je peux y Ous, aller Mimi sur- ou Qui Lucie. Pardon, Jack. Alors, Ouais, je vais- Lucie. Ok. Donc moi déjà j'habite à côté de Versailles et je peux vous dire qu'il y a vraiment une grosse mythologie autour de Versailles. C'est assez hallucinant. Et donc là je vais vous raconter en fait une histoire qui est assez connue en Angleterre. Donc c'est une expérience vécue par Anne Moberly et Eleanor Jourdain. Et donc ça s'appelle Les fantômes du Trianon. Il y a même une page Wikipédia là-dessus, hein, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire si C'est pour vous dire. 10 août 1901. Après avoir réglé les formalités pour lesquelles elles se sont rendues à Paris, les deux amies veulent profiter de leur séjour parisien et décident de visiter un monument incontournable, le luxueux château de Versailles. Après avoir visité le château dont elles tombent sous le charme, elles se rendent dans les jardins à la recherche du très connu Petit Trianon. Les deux femmes, parties à la recherche du Petit Trianon, se perdent. Débouchant dans l'aile du Grand Trianon, elles aperçoivent deux hommes, l'un grand âgé et un plus jeune, vêtu d'un long manteau de tricorne et de bêche. Pensant qu'il s'agissait de jardiniers, elles leur demandèrent leur chemin et leur dirent de continuer tout droit, ce qu'elles firent. Elles débouchèrent sur un pavillon devant lequel une femme et une adolescente portant des fichus blancs se tiennent silencieuses. Se tient non loin un homme portant un long manteau noir, une cage et un chapeau à large bord qui pose son visage ravagé par la petite vérole vers Charlotte Anne. Plus loin, elle rencontre un homme beau, élégant et charmant qui s'arrête devant elle, bredouillant quelques mots. Elles ne parviennent qu'à comprendre « il ne faut pas passer par là » et « par ici, chercher la maison ». Elles voient un kiosque qu'elles identifient comme étant le temple de l'amour et elles passent sur un pont. Elles arrivent sur une maison où une femme revêtant une robe élégante, Charlotte et Eleanor reconnaissent une robe comme en portaient autrefois les princesses, est en train de dessiner sur le perron. Au passage des deux femmes, elle les regarde un instant avant de reprendre son activité. Elle est blonde et sans être âgée n'est pas vraiment jeune. Elles reprennent une fois encore leur route, arrivent devant une maison, devant laquelle un jeune homme sort. Il porte un uniforme de valet. Ce dernier leur dit en souriant d'entrer par la cour d'honneur et leur indique la direction. Cette fois-ci, elles se retrouvent bien devant le Petit Trianon, d'où s'échappent des notes musicales. Elles entrent et constatent la célébration de noces. Elles se joignent aux invités. Les deux amies retournent à Paris sans se parler de cette étrange expérience. Elles n'évoqueront le sujet qu'à leur retour, j'ai plus de batterie, en Angleterre. Charlotte demandera à Eleanor si au cours de leur visite à Versailles, elle n'avait pas ressenti des sensations et vu des choses étranges. Eleanor, heureuse que son amie ait vécu elle aussi une expérience déconcertante, lui avouera que oui. Voilà. Et il faut savoir aussi que c'est précisé que c'était un soir d'orage. Elle se sentait vraiment très 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 oppressée. Donc voilà, moi très clairement j'aime pas trop les fantômes, mais j'ai l'impression que dans les lieux comme ça chargés d'histoire, il se passe des trucs un petit peu bizarres. Et alors, le truc du visage ravagé par la petite vérole, c'est quand même un bon indice. C'est pas si je croise quelqu'un qui a un visage ravagé par la petite vérole, je lui dis Chez le médecin. c'est bizarre. Enfin, je sais pas. Tu Non. saurais reconnaître la petite vérole sur Ben, le moi visage j'ai l'image de Robespierre, tu sais, qu'on représente souvent grêlé, Je un l'ai peu pas comme vu. ça, Oui, oui. comme une très mauvaise acné. Mais peut-être que je suis très mauvais en petite vérole, hein, je sais pas. Mais pour l'anecdote aussi, j'avais donc rencontré un ancien guide du château de Versailles qui disait qu'il y avait plein de gardiens qui refusaient vraiment certains tours de garde la nuit dans les jardins parce que tous disaient qu'ils voyaient des gens en costume, tout ça. Des géanistes. Voilà. On aime bien. Alors moi je crois tout à fait à la bonne foi des gens qui voient des fantômes, surtout dans des lieux chargés d'histoire. Ouais. Mais bon, Et là, c'est hyper précis. Et je crois Ouais. qu'effectivement, elles ont fait un bouquin et tout. Enfin, c'est super connu en Angleterre, hein, ce truc. Pas trop chez nous. Mais voilà. Parce que nous, on le cache. Nous, on le cache. Parce qu'on a trop peur que la peur soit contagieuse. on a peur. Petite transition avec une autre histoire Notre de... brève d'actualité, peut-être, Boulet? Tu veux l'histoire de toujours Nine Mother? Je propose qu'on poursuive, oui. On adore les puits de chair qui respirent. Une petite... Nouveau message Surtout sur cryptique. l'anus. Nouveau message cryptique de Nine Mother, Nine Horse, Nine Eyes, Nine, que je vais appeler Nine Eyes, puisque c'est plus court, Et ça qui a change chaque qui a fois. lancé donc ce message, parce que son
Ces premiers messages ont lancé évidemment beaucoup de débats sur Reddit et donc il a fini par se fendre d'un nouveau petit paragraphe pour expliquer mieux ce qu'étaient les interfaces de chair, comme il les appelle. Elle se bouche les oreilles. Donc voilà, message de Nine Mother, Nine Horse, Nine Eyes, Nine, que nous appellerons Nine, 23 avril 2016. Je ne peux évidemment pas définir une interface de chair en termes de finalité, de composition ou de fonctionnement. Je peux simplement lister les divers phénomènes qui y sont associés. Le premier d'entre eux étant la création d'une zone incidente dans laquelle les objets sont spontanément segmentés, à savoir, des morceaux de l'objet disparaissent, pourtant l'objet continue à se comporter comme si les morceaux manquants étaient toujours là. Il y a aussi des réseaux de tunnels compliqués générés dans le sol. Ceux-ci ont été surnommés les fermes à fourmis. Dans les interfaces sous-marines, vous trouverez des organismes chitineux cruciformes. Ces générations spontanées sont soupçonnées d'être le résultat d'un processus évolutif ayant ses origines dans un environnement différent de celui de la Terre. Tout ceci n'est que pure spéculation, mais je tends à le croire en ce cas particulier. Et bien sûr, il y a eu ces cylindres métalliques géants qui apparaissent et subissent une segmentation spontanée continue. Ils font d'ordinaire au moins une dizaine de mètres de diamètre et peuvent même être beaucoup plus grands. Ils n'adviennent que dans les très grandes interfaces, les portails. Au-delà de ça, les phénomènes sont trop nombreux pour être tous mentionnés, tous différents dans chaque interface. Voilà. C'est mignon comme histoire. Mais ça se poursuivra encore après. Pardon ? On t'entend plus du tout. On me censure. On a perdu Jack. Jack disait qu'on dirait du Clive Barker Voilà. et je la rejoins là-dessus. Ok. Mimi, Allons-y. on t'attendait. Alors, c'est une histoire qui a été racontée sur Reddit, qui serait arrivée, parce que j'aime aussi Reddit, car je n'aime pas dormir, et ce serait arrivé à Seattle vers 2010. C'est raconté à la première personne, donc je l'ai traduite, donc ça va être lu à la première personne. Je bois un peu d'eau, c'est parti. Le suspense est à son comble. Elle boit de l'eau. Allons-y. Elle rebouche sa bouteille. J'ai des didascalies, c'est trop Je bien. suis la didascalie. J'ai toujours été plutôt noctambule. La nuit, poussée par l'ennui, je me balade, je me vide la tête, surtout quand ma coloc se couche tôt. Pendant plusieurs années, j'ai passé mes nuits à marcher, je n'ai jamais eu de raison d'avoir peur. J'en plaisantais en disant que dans ma ville, même les dealers étaient polis. Il a suffi d'un soir, de quelques minutes, pour que tout cela change. C'était un mercredi, entre 1 et 2 heures du matin. Je longeais un parc un peu éloigné de mon appart. C'était une nuit calme, même pour un milieu de semaine. Il y avait très peu de circulation, j'étais quasiment la seule piétonne. Comme toutes les nuits, le parc était désert. Je l'ai remarqué pour la première fois en tournant au coin d'une ruelle, reprenant le chemin de chez moi. Au bout de la rue, sur le même trottoir que moi, je pouvais voir se dessiner la silhouette d'un homme en train de danser. C'était une danse étrange, un genre de valse, mais dans laquelle chaque mouvement finissait par un pas de côté plutôt bizarre, comme si l'homme marchait en dansant, droit vers moi. Je me suis dit qu'il était probablement ivre, donc je me suis rapprochée du bord du trottoir pour le laisser me dépasser. Plus il se rapprochait, plus je remarquais à quel point ses mouvements étaient gracieux. Il était grand, maigre et portait un vieux costume. Sans cesser de danser, il se rapprochait, jusqu'au moment où j'ai pu distinguer son visage. Ses yeux étaient écarquillés, sa tête légèrement relevée, tournée vers le ciel. Sa bouche se déformait en un sourire douloureux, un sourire de dessin animé. Ses yeux et son sourire m'ont décidé à traverser la rue avant qu'il ne se rapproche davantage. Je l'ai quitté des yeux pour traverser la rue déserte. Une fois de l'autre côté, j'ai jeté un regard en arrière et je me suis arrêtée net. Il avait cessé de danser et se tenait sur un pied, pile en face de moi. En face de moi, mais toujours avec sa tête tournée vers le ciel, toujours avec cet énorme sourire étirant ses lèvres. J'étais très perturbée. Je me suis remise en marche, mais sans le quitter des yeux cette fois. Il n'a pas bougé. J'ai détourné le regard un instant, une fois assez éloignée de lui, je dirais à peu près un pâté de maison plus loin. La rue et le trottoir étaient déserts. Toujours mal à l'aise, j'ai regardé à nouveau dans sa direction et il avait disparu. Pendant un instant, un si bref instant, je me suis sentie soulagée, jusqu'à ce que je ne le remarque à nouveau. Il avait traversé la rue et se tenait bizarrement accroupi. J'étais sûre qu'il me faisait face, sans pouvoir m'en assurer clairement à cause de la distance et de l'obscurité. Je n'avais pas détourné les yeux plus de 3 secondes, il se déplaçait extrêmement vite. Sous le choc, je suis restée plantée là pendant un moment face à lui, jusqu'à ce qu'il se remette à avancer dans ma direction. Il marchait sur la pointe des pieds, faisant d'énormes enjambées de façon exagérée, comme un personnage de dessin animé avançant à pas de loup, sauf qu'il se déplaçait vite, très très vite. J'aimerais dire que c'est le moment où je me suis mise à courir ou à sortir mon téléphone, mais non. Je suis restée bloquée, immobile, pendant que l'homme souriant se rapprochait de moi. Jusqu'à ce qu'il s'arrête à nouveau, à quelques mètres de l'endroit où je me tenais, toujours avec son sourire, toujours les yeux au ciel.
J'ai fini par retrouver mes cordes vocales et éructer la première chose qui m'est venue à l'esprit. Ce que je voulais lui dire, c'est « Qu'est-ce que vous voulez ?» fermement. Tout ce qui est sorti, c'est « Qu'est-ce ?» tout faible. Je ne sais pas si les humains peuvent sentir la peur, mais ils peuvent l'entendre en tout cas. Je l'ai entendu dans ma propre voix et ça n'a fait que renforcer ma terreur, mais il n'a pas réagi, du tout. Il est resté là, à sourire. Après ce qui m'a semblé durer une éternité, il s'est retourné très lentement et s'est éloigné, toujours avec cette démarche dansante, comme ça. Je ne voulais pas lui tourner le dos à nouveau, donc je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à ce qu'il soit quasiment hors de ma vue, jusqu'à ce que je comprenne. Il ne s'éloignait plus et il ne dansait plus. Avec horreur, j'ai vu sa silhouette devenir de plus en plus grande. Il revenait vers moi et à présent il courait. J'ai couru aussi. J'ai couru jusqu'à émerger de la ruelle pour déboucher sur une artère mieux éclairée avec un peu de circulation. Quand j'ai jeté un œil par-dessus mon épaule, il n'était plus là. Je n'ai pas arrêté de surveiller mes arrières pendant le chemin du retour, m'attendant à chaque instant à voir son putain de sourire, mais il n'était jamais là. Je n'ai déménagé que 6 mois plus tard, mais ce fut la fin des balades nocturnes. J'ai l'impression d'avoir revécu le poirier là. Ah non. Ah mais ça c'est la plus creepy depuis le début quoi. C'est la pire chose. Ça, c'est la pire chose. Alors, je la connais effectivement, c'est The Smiling Man. Elle a été repérée aussi sur le. Si vous googlez, il y a des illustrations. Alors, il y a cette fameuse bande dessinée, il ne faut pas en dire trop sur la bande dessinée parce qu'elle révèle beaucoup. Il faut taper du genre, il faut taper bande dessinée, horreur coréenne. Horrible. Et il faut la faire. C'est une longue bande dessinée sur l'épisode du Smiling Man qui se lie à la molette. Elle est atroce. Elle est atroce. Vous êtes prévenus, mais il faut la voir. Et moi, je suis persuadé que c'est le même mec qui était dans le jardin, tu sais, en équilibre sur les mains. Arrête avec ce mec. C'est ça, hein. Je te déteste avec ça. C'est le poirier revival. Là. C'est quoi ça? C'était la première une session d'histoire d'horreur. Ouais. Il en a fait un gif, je te l'enverrai. Voilà. Il était top, Ça a quoi. traumatisé absolument tout le monde. Avec le personnage qui faisait le poirier dans le jardin. Il y avait beaucoup Dans un trop jardin. dedans. Dans le jardin de quelqu'un. Mais il y a toute une mythologie effectivement autour du Smiling Man. Je crois que c'est né au Japon, je suis pas sûr, mais il me semble. Il y avait un film dans les années 20 qui s'appelait L'homme qui sourit. Ah Qui bah, est- C'est pas je adapté savais de pas. Victor Hugo Si, exactement, c'est adapté de Victor Hugo et l'imagerie en fait a inspiré le Joker tel qu'il a été Oui. ensuite. Il y a ce grand sourire figé Ouais. avec des lèvres très colorées généralement. Mais Est-ce que- Oui. en plus, cette histoire-là, alors je pense que toutes les filles autour de cette table vont comprendre très très facilement. Cette histoire-là, en plus, fait écho à un truc qu'on a toutes vécu. C'est je rentre chez moi tard le soir et je flippe ma race. Ouais. En fait, à la base, c'est un mec qui l'a posté, mais je l'ai mis au féminin parce que je trouvais ça plus logique à la lecture. Mais du coup, au début, quand il disait j'ai jamais de raison d'avoir peur la nuit, j'étais là, bah ça va. Tranquille le mec. Plutôt sympa ta vie. Non, mais tant mieux, mais ah mon dieu. Mais moi, c'est de la démarche et tout qui me fait flipper que c'est le plus truc la des quand il est sur la pointe des pieds comme un personnage de cartoon là comme ça, je suis là. Le grand méchant loup. Ouais, Ah, mais c'est vraiment. surtout le truc cauchemardesque à la fin de la figure qui se rapproche d'un seul coup en courant. Quoi. Ouais. C'est juste. Oui, là, t'as plus de La doute. quintessence du T'as cauchemar, plus quoi. de doute qu'il est en train de te suivre. Mais alors, le Donc, truc de la bande dessinée les coréenne, autres. c'est ça Où Oui. il faut scroller il faut taper quoi? Parce que moi je vais la voir après. Je pense que tu mets Smiling Man Comique, manga peut-être. Comique coréen. D'accord. On est en train de leur demander de fermer leur mouille. Tu veux que je les tape Voilà. Et moi j'avais tapé, je me souviens que je l'avais retrouvé il y a pas longtemps en tapant bande dessinée horreur coréenne. Elle est très connue donc. Voilà, c'est du genre vraiment un hit. Donc Je Thomas t'enverrai le lien. qui est le plus fort va trouver le lien et le poster sur le forum de Oui, l'original. tout à fait. On avait survendu en même temps là. Thomas, est-ce que tu veux qu'on fasse l'étrange Est-ce qu'on fait une petite pause clown? Ah non, j'aime pas tu les veux, clous. Ah non. tu veux l'histoire du clown? Bah moi j'en ai une, mais Ah non, j'aime pas Mais- ça ce du ne sont tout. pas les mêmes. Mais je crois qu'on l'avait Je vais déjà vachement moins faire la même. Ah bah oui, exact. Bah dans ce cas-là, tu veux peut-être une chambre d'hôtel ou un petit flash? Qu'est-ce qu'on commence par quoi? Chambre d'hôtel. Mais c'est quoi ces Ou un propositions flash Orbadi. Hein? Chambre ou dis-moi. Moi j'ai une chambre d'hôtel à disposition. Moi j'ai une du- phrase qu'on alors évitera moi de sortir de son contexte. j'ai la paranoïa, Oui. celle que tu as fait des bruitages, tu m'avais dit. Oui, mais Non. il passe pas. D'accord. Sinon, j'avais le témoignage de l'armoire Exact. ou alors du clown. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez autour de la table? Je Par quoi je pense que ça vote pour le clown. ça vote. En fait, la question c'est par quoi est-ce que vous voulez commencer parce qu'on va que toutes les faire. Voilà, Moi il y aura- j'aimerais Pourquoi bien on veut se qu'on débarrasser j'arrive pas à croire que je dis ça mais j'aimerais bien qu'on fasse le clown maintenant comme ça ça, j'ai c'est le temps de le digérer parce que si Exactement. c'est le dernier Après, après on va s'en débarrasser. Eh bien, Ouais. je vais donc vous raconter l'histoire de Zozabi le clown. super. Déjà, avec son nom, il fait peur. À sa grande époque, New Brighton, près de Liverpool, décidément,
n'avait pas moins de 7 théâtres, dont celui qu'on appelait le Floral Pavilion, que je vais appeler le pavillon floral, parce que sinon je ne vais pas arriver à le prononcer 10 fois. Il avait ouvert ses portes en 1913 et il est le dernier encore ouvert à ce jour. Un vieux théâtre a toujours ses fantômes et celui-ci n'y fait pas exception. L'un des plus célèbres est celui de Zosabi le clown. C'est une histoire tragique, rendue encore plus effrayante par le fait que l'homme fut un clown. Né en Tchécoslovaquie, Frédéric Zosabi, dont le vrai nom est inconnu, s'inspirait du célèbre personnage français de Pierrot, mêlant pantomime et éléments de la commedia dell'arte. La marque de fabrique de Zosabi était un maquillage comprenant un nez immense et pointu, souvent peint en rouge. En tchèque, Zosbe est un dérivé d'une expression signifiant grand nez, d'où le nom de scène du clown. Quand Zosabi fit son apparition au pavillon floral au début des années 20, il était déjà un peu sur le retour, déprimé et plus ou moins alcoolique et drogué. Zosabi ne laissa pas une grande impression de par ses performances. Il était vieux et sans originalité. Son état dépressif était bien connu. On raconte même qu'il aurait manigancé de lancer sur le public un seau d'essence pour le brûler vif. Cependant, le directeur aurait eu vent de ses projets et l'aurait fait arrêter avant qu'il ne puisse les mettre à exécution. Le pauvre Zosabi finit à l'asile de Lancashire. Il mit fin à ses jours en 1929. Depuis, des spectateurs et le personnel du théâtre affirment avoir vu rôder son fantôme. Certains disent l'avoir vu en coulisses, d'autres prétendent qu'il déambule parfois dans les ailes latérales pendant les spectacles. La plupart des témoins remarquent surtout son grand nez emblématique, pointu et peint en rouge vif. Mais Zosabi ne se contente pas du pavillon floral, oh non. Beaucoup d'enfants affirment avoir entendu un étrange rire hystérique pendant la nuit. Réveillés en sursaut, ils disent avoir vu quelques secondes un clown translucide dans leur chambre, les fixer du regard avec un grand sourire. Certains enfants décrivent un long nez tordu ainsi que des orbites vides et noires. Les adultes qui accourent à leurs cris affirment trouver la pièce baignant dans une odeur poisseuse et écœurante. Certains pensent qu'il s'agit de l'odeur du liquide d'embaumement. D'autres témoins ont parlé d'un clown parfaitement visible, se balançant d'avant en arrière et les pointant du doigt en hurlant de rire. Dans cette version, le clown a les yeux injectés de sang et cernés de noir. Selon le Liverpool Echo, en octobre 2010, Kelly, une femme d'une quarantaine d'années, emménagea dans la maison à côté de celle où avait vécu Zosabi. Elle raconte que pendant la nuit, elle sentit quelque chose bouger sur son matelas. Se retournant doucement, elle se rendit compte qu'un homme était couché à ses côtés, lui tournant le dos. Il portait un costume violet, une fraise de soie blanche et un petit chapeau conique. Il tressautait comme s'il était en train de se retenir de rire à une bonne blague. Horrifiée, Kelly recula brusquement, tomba et roula par terre, se rua hors de la chambre, dévala les escaliers et sortit sur le seuil, pieds nus et en pyjama. Quelques instants plus tard, elle vit une silhouette descendre à son tour en glissant sur la rampe et partir vers l'arrière de la maison. Elle rentra prudemment, appela la police, qui ne trouva aucune trace d'effraction. Toutes les portes et fenêtres étaient fermées, il n'y avait personne dans la maison. Quelques nuits plus tard, elle fut à nouveau réveillée par une odeur lourde et écœurante qui planait dans sa chambre. Elle dut aérer plusieurs heures avant de s'en débarrasser. Kelly raconte que depuis, elle ne va plus jamais dormir sans serrer une Bible contre elle. La légende dit que cette histoire aurait été racontée à Stephen King, qui s'en serait inspiré pour créer le clown dans ça. Donc voilà, si vous vouliez une origin story. Gag, les trucs. Non, C'est bon, on a des... Il y a une illustration de ce truc-là, tu vois, de la fille qui se soulève et t'as le clown dans le lit qui fait un sourire absolument terrifiant. Mais alors, je suis désolée, mais Lago, il lui arrive Elle ça déménage et pas. elle dort chez elle. Oui, c'est ça. Enfin, Je change de. Lago, elle pays, rentre en appeler la fait. police. Genre, elle rentre chez Elle elle. l'avait vu se diriger vers l'arrière de la maison. Mais- Le récit était plus détaillé que ça. Elle explique Ouais, qu'il mais s'est là, barré. je Tu qu'il l'as est vu sorti partir, dehors. enfin, tu te tailles. Tu déménages le lendemain. alors- Tu changes de pays. Encore une fois, le récit Jamais tu était brûles ta maison. dans le récit plus détaillé. Ça précise qu'elle était pieds nus dans la rue en pyjama en novembre, qu'il faisait très froid. qu'elle avait- Elle a pas des voisins. La fraîcheur du mois de novembre, on s'en fiche qu'elle un peu avait là. vu le clown partir vers l'arrière de la maison. J'ai dit clown, c'est ça? Oui. Et que du coup, elle était rentrée et avait vite attrapé un téléphone pour appeler la police. Mais t'es pas Genre, tu vas chez le sécurité voisin, quoi. dehors. Kelly, dans les films d'horreur, elle est morte. Voilà. Voilà, sacré Kelly. Ah, cette bonne Kelly. Bon, Je voudrais juste qu'on ait une pensée pour tous les gens
qui sont seuls chez eux ce soir, Qui ont éteint la lumière. dans le noir et qui commentent dans les commentaires en caps lock. On reviendra sur cette histoire, Et évidemment, on comme toutes les reviendra, autres. Évidemment, sur cette histoire. Et donc- là, je viens de trouver le webcomic justement sur le je vais Smiling faire Man. tourner. Ah oui, non, le truc... Et le c'est truc- assez hardcore, effectivement. C'est horrible, hein. C'est ce que je viens de montrer à la caméra, là. Mais normalement, il y a du son. Oui. Oui, normalement, il y a du son. Thomas, tu Oui. veux enchaîner, tu avais une histoire, tu disais. Sur une chambre d'hôtel qui va paraître, j'ai envie de dire, presque sobre à côté de toi. De moi ou de l'histoire du couple Parce que je veux dire, j'ai mis une chemise, enfin, je faisais fort. Les deux, je pense. C'est une histoire d'un couple qui est allé à Las Vegas pour une lune de miel et qui ont réservé une suite dans un hôtel. Et au moment d'arriver dans la chambre d'hôtel, ils se rendent compte que la chambre d'hôtel empeste d'une odeur dont ils n'arriveront certainement pas à se débarrasser. Le mari appelle alors la réception et demande à parler au directeur. Il lui explique que la chambre sent excessivement mauvais et qu'il désire une autre suite. Et le directeur, très gêné, lui répond qu'il est vraiment désolé, mais que l'hôtel est complet à cause d'une convention qui se tient en ville en ce moment même. En compensation, il leur propose de leur offrir un repas dans le restaurant de leur choix, leur expliquant que pendant leur absence, une femme de ménage passera nettoyer la chambre de fond en comble et qu'elle tentera d'en chasser l'odeur. Après un bon petit déjeuner, le couple regagne sa suite, mais dès qu'ils ouvrent la porte, la même odeur fétide envahit leurs narines. Agacé, le mari téléphone à la réception pour signaler que leurs chambres sont toujours aussi mauvais. Et le directeur est plutôt ennuyé. Il lui propose alors de leur trouver une suite dans un autre hôtel. Il appelle alors plusieurs établissements de la ville, mais tous sont complets du fait de la convention. Et voyant qu'il n'arrive à rien, le malheureux directeur propose de faire nettoyer la pièce une nouvelle fois, et les jeunes mariés donnent leur accord. Ils comptent visiter la ville, peut-être même tenter leur chance au casino de Las Vegas, et ils donnent 2 heures pour régler le problème. Dès que le couple a quitté l'hôtel, le directeur et l'ensemble du personnel affecté au ménage se rendent dans la chambre pour essayer de découvrir la source de cette terrible odeur. Ils fouillent la pièce, les femmes de ménage changent les draps, les serviettes, les rideaux, le tapis, et la suite est nettoyée avec les plus forts détergents en leur possession. 2 heures plus tard, lorsque le couple regagne la chambre, l'odeur est toujours aussi forte. Le mari est dans une colère noire. S'ils sont incapables de trouver l'origine du problème, il va s'en charger lui-même. Il commence à tout envoyer promener dans la pièce, les meubles, les tapis, toutes les affaires, puis entreprend de fouiller le lit. Et je suis sûr que vous savez ce qu'il trouve sous le matelas. Un cadavre de femme. Pourquoi on coupe toujours le micro de Oui, Jack je suis Parker complètement Parce que censurée. non, tous les micros sont coupés quand on lance les histoires parce qu'il y a toujours du bruit dans le couloir et du coup on veut que l'immersion soit Sous le complète. matelas. Et sous le matelas, au Ah, moment dans de le tirer le matelas, il découvre un cadavre de femme. Voilà. On en reparlera parce que cette légende urbaine est très intéressante. Et, Non, mais je comprends pas en termes. Comment ça, sous le matelas? Du coup, si tu es sur le matelas, tu sens qu'il y a quelque chose. Une bosse ou alors t'es vraiment Pas la forcément, princesse au tu bout sais. du poil, Alors, quoi. ça dépend des cadres en de fait, lit. ça dépend tu des sais, cadres hein. de lit. Notamment, je sais que quand j'étais au Royaume-Uni, en fait, j'avais un matelas et À mon cadre l'intérieur de lit des était creux. ressorts, comme ça. Mon cadre de lit était creux et en fait, au Ah oui, bout de d'accord. 3 mois, comme j'avais loué cette chambre, au bout Il de a 3 fait- mois, pour une fois, j'ai ouvert. Et le il y avait un truc. cadavre. C'est ça. Il y avait un cadavre, il y avait 2 ou 3 cadavres. Je vous passerai l'illustration, sympa. mais ça collait un peu. Enfin, ça collait plus du coup. Mais Ouh. à l'origine, ça collait. Ouh, Ok. ouh, ouh. Ouais. Non, j'ai compris. Voilà. Ah, j'ai. Dans, J'ai cl- dans j'ai cloné. American Horror Story Hotel, il y a un truc avec un matelas qui est suturé un peu, tu vois, et où il y a un plan où effectivement il y a des gens qui sortent du matelas. Excellent. C'est vraiment un des trucs les plus Excellent. glauques qu'il y a eu dans cette série. Et Une pe- pourtant. Une petite histoire alsacienne. Oh, les Ah, racines. on adore l'Alsace. Ah, là, je me sens chez moi, Elle est j'aime bien. pour toi. On adore l'Alsace. L'étrange paranoïa de Catherine Schmidt. Il y en a quelques-uns que je vais avoir Allez. du mal à prononcer. L'histoire de Catherine Schmidt n'a guère fait plus que l'objet d'un fait divers dans le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace le 3 avril 1992. L'article titrait « La patiente avait un couteau, la famille poursuit la clinique pour négligence ». Catherine Schmidt, âgée de 28 ans au moment des faits, aurait mis fin à ses jours dans sa chambre de la clinique de Lepsan à Brumath, après avoir réussi à se procurer un couteau malgré la surveillance rapprochée dont elle faisait l'objet. Quelques semaines plus tôt, elle avait été arrêtée dans le centre-ville de Schiltigheim, dans un état d'agitation extrême. Elle fuyait en hurlant, une menace qu'elle seule semblait voir. Après de vaines tentatives pour la calmer, elle avait été emmenée au CHU de Strasbourg, puis internée d'office à Lepsan.
Ses proches, amis et collègues décrivirent à l'époque un brutal changement dans son comportement durant les 2 années précédant les faits. Au retour d'un voyage, Catherine aurait commencé à montrer des signes de paranoïa grandissants, regardant souvent par-dessus son épaule dans la rue et sursautant parfois, comme si elle était la seule à entendre soudain un bruit dans une pièce. Ses parents, dépositaires de la plainte contre la clinique, ne purent obtenir gain de cause et l'affaire fut classée sans suite. La sœur cadette de Catherine, Agathe Schaeffer, née Schmidt, refusa toujours de croire à la thèse de l'accident ou de la négligence et souligna dans des lettres qu'elle adressa aux policiers une série d'éléments étranges qui avaient été négligés, voire occultés pendant l'enquête. Catherine ne parlait jamais de son voyage, devenant même agressive quand on lui posait des questions dessus. Les amis à qui elle rendait visite à Valence affirmèrent l'avoir hébergée seulement 3 jours, alors qu'elle s'était absentée en tout 1 semaine. Plusieurs amis de Catherine avaient témoigné d'événements bizarres durant les mois précédant son internement. Certains décrivaient une impression persistante d'une autre présence quand elle était dans la pièce. D'autres affirmaient que de curieux problèmes se produisaient souvent en sa compagnie. Parfois, un restaurant allait dresser un couvert de trop quand elle avait réservé. Parfois, l'employé du cinéma allait tirer un billet de plus de sa machine. Un de ses collègues raconta même qu'un chauffeur de taxi leur avait compté un supplément pour la 3e personne à la fin d'une course et s'était montré très perturbé quand il lui avait fait remarquer son erreur. Son ex-petite amie raconta aussi que parfois, après son départ au travail, quand il restait seul à la maison, il lui arrivait d'avoir l'impression d'entendre une seconde fois claquer la porte, comme si elle était revenue sur ses pas, mais il trouvait la pièce vide quand il allait voir. Le téléphone de Catherine contenait de nombreux SMS en provenance d'un numéro inconnu, ne comportant que des séries de signes, chiffres, lettres, symboles typographiques, dont les enquêteurs ne purent déterminer le sens. Enfin, Agathe Schaeffer souligna que le couteau ne correspondait à aucun modèle utilisé à la clinique et que sa sœur se l'était planté en haut du dos alors qu'elle était dans son lit, seule dans une chambre fermée à clé. Argument que les médecins réfutèrent en expliquant que cela pouvait être un moyen pour Catherine de mettre fin à ses jours en légitimant sa paranoïa. Elle avait pu, par exemple, appuyer le couteau entre elle et le mur. Des vidéos de sécurité prouvèrent d'ailleurs que personne n'était entré ou sorti de la chambre. L'enquête n'alla cependant jamais plus loin malgré les efforts d'Agathe et elle dut se résoudre à abandonner. Les derniers mots de sa sœur avant sa mort s'adressaient à elle dans une lettre retrouvée dans sa chambre et se résumaient à une simple phrase « Je crois que j'ai vu des choses que je n'étais pas censé voir. Je t'en supplie, ne cherche pas à savoir quoi. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Je t'aime, Catherine. » Comment est-ce que vous vous sentez? Un peu déprimée. Super bien. Oh bordel. Donc encore une fois, on a un taux d'urine qui est assez spectaculaire présentement. T'as dit que ça se passait en 92? Oui. Il y avait les SMS en 92? Alors attends, je me suis peut-être emmêlé dans les Oui, dates. écoutez, c'est du Minitel portable ça. C'était 95. Il y avait les SMS en 95? Oui. Ah oui, j'avais mon Avec, 3310, ouais. avec les Ola. Ouais. Mais c'est là Quoi, qu'on voit le c'est pas pouvoir de ce qu'on ne sait pas. Et ça me fait penser bizarrement à un truc qui n'a pas grand-chose à voir sur le propos, mais même mécanisme, c'était un clip de Radiohead, probablement le meilleur à mon sens, qui est le clip de Just, où il y a un mec qui est juste allongé dans la rue, et personne ne comprend pourquoi. Il y a un mec qui s'arrête, qui lui demande pourquoi. Et le mec ne veut pas lui dire, il lui dit non, si je vous le dis, tout va partir en couille, quoi. Il y a toute une espèce de construction dramatique où de plus en plus de gens s'arrêtent et lui demandent pourquoi il est couché. Et finalement, il leur révèle, je suis chanteur le truc, il y a une espèce d'ellipse, et au bout d'un moment, on voit absolument tout le monde qui est couché au sol sans bouger. Et on ne sait pas pourquoi, c'est ça qui fait flipper. Et là, c'est la même chose. Mais on sait Regardez pas ce le qu'il y avait clip dans les Just. textos. Non, c'était juste des signes, des symboles. Ah des... ok, d'accord. Je pense pardon. que c'est quelqu'un qui n'a pas envoyé une chaîne sous les 7 jours. Clairement. Permettre. Alors, Clairement, on avait un témoignage qu'il fallait Exactement. lire. Et je... Est-ce que tu veux le lire? Il vient de lire The Smiling Man, je pense. Ah, excellent. Wayne Campbell, c'est ça? Est-ce que c'est Wayne Campbell? C'est quoi? C'est Wayne Oui, Campbell c'est qui ça, envoie c'est quelqu'un Allez, qui a envoyé ça notre part sur un photo. RT. Notre photo avec le clown de ça derrière. Il y a un grand jeu, je pense que je vais en faire une compilation de Attention derrière vous. Je suis pas bien. Les gens, ils ont pris une capture du live et ils ont mis le clown de ça dans la pièce derrière nous. C'est horrible. Il y en a une qui est encore mieux, ils ont mis Bruce Benhamran derrière nous. Et je trouve que ça Alors, fait l'effet. Génial. D'ailleurs, là, si on fait une capture maintenant, il y a nous et puis il y a un Fabrice Florent derrière. Fabrice Florent Sauvage apparaît. Alors, je propose que Est-ce qu'on peut passer au témoignage? Clara, tu veux lire le témoignage? Oui. Eh bien, Clara va lire le témoignage. J'ai plié la fin de la feuille pour que tu vois pas la conclusion. D'accord. Alors, j'ai une dizaine d'années et de temps en temps, je passe les vacances chez ma grand-mère et son second mari.
Mamie et Xavier. Je dors à l'étage sur le canapé, dans une sorte de pièce à vivre ouverte, en face d'une grande armoire à porte vitrée opaque, dans laquelle se trouvent surtout des livres. Une nuit, j'ai du mal à m'endormir, donc je garde les yeux ouverts et je vois une forme, de taille humaine, un peu plus large qu'un être humain normal. La forme est un halo blanc, à peu près rectangulaire, et il n'est pas immobile, il bouge un peu de droite à gauche. Je pense au phare des voitures de la nationale pas loin et je me dis que mamie a dû oublier de fermer un volet. Alors je me lève, le gros rideau épais est tiré, donc je trouve ça déjà un peu bizarre et quand je l'écarte, je me rends compte que le volet est bien fermé. Le volet plus le gros rideau épais, c'est bien étanche et la lumière, quand je me retourne, elle est toujours là. Alors je commence à ne pas être à l'aise. Alors je me penche par la rambarde. La pièce où je suis est une mezzanine et c'est peut-être Xavier qui n'a pas éteint le feu ou mal fermé le poêle. Mais le poêle est fermé et pas de lueur qui indique que le feu couve encore. Là, je commence vraiment à paniquer parce que ça est toujours là, à flotter près de l'armoire. Je me fourre sous la couette, à moitié pétrifiée par la peur, avec le cœur à 160, impossible de le quitter des yeux, même si je voudrais les fermer. J'arrive à les fermer, mais je les rouvre très vite parce que c'est toujours là. Et ça quitte la zone de l'armoire pour se diriger vers la chambre où dort ma sœur, un peu plus loin. Je ferme les yeux, c'est trop flippant, je suis morte de peur, mais j'arrive pas à les rouvrir au bout d'un moment. Et ça a disparu. Alors je profite de l'occasion pour courir chez ma sœur et aller dormir avec elle pour ne pas être toute seule. Le lendemain, je raconte tout. Mathias, mon petit frère de 3 ans, mon cadet, a peur. Il ne veut pas dormir tout seul la nuit d'après. Mamie me dit qu'elle va me donner un sifflet si je vois quelque chose. Et alors je sifflerai et quelle que soit l'heure, elle viendra. Le soir, je retourne me coucher sur mon canapé, Mathias dort avec moi. J'ai eu beau lui dire que c'est pas une bonne idée, il préfère être avec moi quand même s'il y a un fantôme plutôt que d'être tout seul dans une pièce où il n'y en a pas. Mamie et Xavier ont fait bien attention en faisant le tour avec nous pour nous montrer que ce n'est pas possible que la lumière blanche apparaisse où que ce soit, ni en haut, ni en bas, ni nulle part en fait. On se couche. Moi, pas fière, je suis sur le ventre, la tête enfoncée dans l'oreiller pour ne pas voir. Mathias a peur et ne peut s'empêcher de regarder. À un moment, il me secoue le bras avec une voix tremblante. « Florence, regarde !» Et moi, je lui crie de ne pas regarder, de se retourner, de ne pas regarder. Lui me crie de regarder, qu'il a peur. Je finis par me retourner et c'est là, à nouveau. Là, je panique, je souffle dans le sifflet de toutes mes forces, mais ça dure plusieurs minutes parce que la maison est grande, mamie n'entend pas tout de suite. Elle arrive, elle allume les lumières, nous voit tétanisés, livides, avec des larmes de terreur et tremblant de la tête aux pieds. Elle se met avec nous, elle essaye de nous calmer, elle nous dit qu'elle ne va pas éteindre pour voir. Je pense qu'elle est persuadée qu'on voit un truc tout à fait explicable, que ça pourrait nous rassurer d'avoir l'explication. Xavier nous rejoint, on est tous les 4. Mathias et moi, on tremble de tous nos membres sans pouvoir nous maîtriser. Xavier éteint la lumière, on attend un peu. Et là, la forme revient. On panique. Mais ils nous disent qu'ils sont là et que ça va aller. Gros silence. On la regarde tous. Finalement, Xavier va allumer la lumière et refait le tour que j'avais fait la veille, pareil pour mamie, parce qu'ils ont vu le truc mais qu'ils ne comprennent pas. Je ne sais plus si on a fini la nuit dans la mezzanine ou pas, mais c'est pas la fin de l'histoire. Le lendemain, on en discute évidemment avec ma sœur et là Mathias rappelle que pendant des années, il se plaignait que la lumière blanche l'empêchait de dormir quand il choisissait d'aller dormir dans la chambre du fond. Oui, cette maison est tellement immense qu'il y avait 7 endroits où dormir, donc on avait le droit de choisir à chaque fois. En général, on se tenait à notre pièce favorite pendant quelques années avant de changer. Mamie se souvient très bien, puisqu'elle lui avait répété beaucoup trop de fois que ce n'est pas possible, parce qu'elle faisait bien attention à toujours bien fermer les volets à chaque fois, d'autant plus qu'il se plaignait. Mais comme il avait continué à parler de la lumière blanche, elle avait fini par dire que c'était sûrement les phares des voitures qui passaient par le bois, pas forcément étanches du volet. Et là, je ne sais plus qui s'en souvient et le dit, mais à l'époque où mon frère dormait dans la chambre du fond, l'armoire du fantôme s'y trouvait aussi, avant d'être amenée sur la mezzanine. Voilà. Voilà pour le témoignage. Je regarde
Voilà, alors effectivement, on est dans le soutien de Mimi principalement. Ça va. Il y a eu d'ailleurs un Ulule a été ouvert pour lui offrir un verre d'eau avec du sucre. Si vous pouvez m'offrir un pacemaker aussi, ça ira très mal. Jacques Parker, tu voulais raconter une histoire? Oui, mais enfin moi c'est un souvenir, donc ça n'a rien à voir avec Bah, une narration construite. Allons-y. Je pense qu'il va nous rester 5 minutes et puis on va... Tu voudras que je conclue Passer par Voilà. un dernier message Une anecdote, de Nine un Mother. dernier message et puis on ira. Merci Ok. beaucoup. Ignore-le. Au revoir, El Capitan. Donc je raconte ma merde. Vas-y, raconte Ok. ta merde. La violence. C'était il y a 3 ans. J'étais en vacances d'été dans la maison des parents d'une copine à moi qui était partie en vacances et qui nous avait laissé la baraque. Donc on était 3 filles, toutes seules, perdues au milieu des champs dans une maison avec un chien. Et nous, c'était déjà pas mal. Et pas de raison d'avoir peur a priori. Il s'est rien passé de spécial dans la région. La maison est pas flippante. C'est une petite maison moderne avec une piscine, vraiment le pied quoi. Et un après-midi, j'étais en train de faire une sieste à l'étage pendant que mes 2 copines, elles, étaient en train de glander près de la piscine. Donc il y avait personne dans la maison. Et j'entends à l'étage du dessous, au niveau de la cuisine, le bruit que font les chaises quand quelqu'un bute dedans et qui racle sur le carrelage. Donc quelqu'un qui essaie de manger les chaises, un truc qui pourrait m'arriver donc très régulièrement. Je me rendors parce que je me dis que c'est une des 2 copines qui a fait n'importe quoi. 1 heure après, je me réveille, je vais les retrouver. Et quand elles voient que j'ai la tête dans le cul, elles me disent putain, t'as du mal à te réveiller. Je suis claquée, j'y arrive pas. Je fais ouais, bah, on a entendu ça. Je fais comment ça? Bah, tu t'es mangé les chaises de la cuisine, non? Bah non, moi je pensais que c'était vous en fait. Donc ça c'est la première occurrence. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a essayé le chien ne rentrait jamais dans la maison. Elle n'avait pas le droit de rentrer dans la maison. Donc il y a eu vraiment un bruit très distinct que tout le monde a entendu et que personne n'a réussi à identifier. Donc on a passé l'après-midi, enfin la fin de la soirée, à se faire des films en essayant d'imaginer comment on allait pouvoir s'échapper si jamais il y avait un tueur, quelle arme on prenait, la Twingo, est-ce qu'il fallait pas la sortir pour que ce soit plus facile de partir. Voilà, donc on faisait beaucoup de blagues. Ayant vu beaucoup de films d'horreur, moi j'étais pleine d'imagination. J'avais une pompe à vélo en guise d'arme, nulle, à chier. On n'osait pas prendre les couteaux parce qu'on avait peur que ça se retourne contre nous. Enfin, c'était vraiment parti en couille. Et le soir, on se rend compte qu'on n'arrive pas du tout à se calmer parce qu'on a tellement passé la journée à parler de cette connerie-là qu'on a fini par se faire flipper toute seule comme des débiles. Donc on décide de passer un moment toutes les 3 dans le salon, regarder un film pour essayer de se détendre. Vient le moment où on réalise qu'on est dégueulasse, donc on fait la chaîne pour aller prendre des douches. J'y vais en premier. Une autre amie y va ensuite. Puis la troisième. Et la troisième, quand elle revient, elle fait très marrant. Qui est-ce qui a écrit nos noms sur la cabine de la douche? Ah. Donc on se regarde, on fait dénonce-toi, dénonce-toi. Puis au bout d'un moment, personne se dénonce. Et c'est pas du tout leur genre de faire des blagues. C'est typiquement mon genre. Donc forcément, c'était moi la première suspecte, mais c'était pas moi. Donc on va dans la douche. On voit rien sur la cabine de douche. Elle fait mais non, mais c'est dans la buée. Donc du coup, on allume l'eau chaude le temps que ça fasse de la buée. Et là, on voit nos noms apparaître très distinctement dans l'ordre où on a pris nos douches. Ah merde. sur la porte vitrée de la douche. Voilà, sachant qu'on a des noms particuliers, hein. On s'appelle pas Céline, Camille et Pauline, hein, donc c'est difficile à deviner. C'était très bien écrit, il n'y avait pas de faute d'orthographe, ce qui est chelou, parce que je m'appelle Taous, hein, en vrai, dans la vraie vie, donc va l'écrire du premier coup correctement. Voilà. Donc moi j'ai passé toute la nuit à envoyer des textos à mon mec qui me disait non mais panique surtout pas, mais prends quand même une bombe à aérosol et un briquet. Conseil du monde, Voilà. quoi. Qui essayait de calculer l'itinéraire pour pouvoir, parce qu'il était en vacances dans le sud aussi, donc pour voir s'il avait le temps de venir nous chercher. Les voisins n'étaient pas là. Enfin bref, on a passé toute la nuit à flipper comme des merdes. Et le lendemain, c'était ma dernière nuit. On pouvait pas partir. Déjà, il y en a qu'une qui avait le permis dans le tas, donc et en plus, ça a été bourré. La nuit passe. Le lendemain, on en reparle, on en rigole. On n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. Et on décide. Il me restait une nuit à passer dans la maison. Et cette fois, je la passe dans ma chambre parce que je suis une grande fille. Et en fait, dans la chambre, il y avait la salle de bain était dans la même pièce. Il y a une porte qui donnait sur une salle de bain privative dans la chambre. Et j'entendais du bruit derrière le mur dans la salle de bain, comme quelqu'un qui se frotte dessus, tu sais, qui rase les murs. Et je me dis, c'est un peu bizarre quand même. Donc j'arrivais pas trop à dormir. Et donc j'ai éteint la lumière et je suis restée fixée sur la porte. Et d'un coup, je la vois qui s'ouvre en grand. Donc là, clairement, j'ai attrapé mon portable, je suis partie en courant. Je suis allée dormir avec ma meilleure amie. On s'est saucissonnées toutes les 3. Et là, on entend notre autre amie qui vient nous voir, qui nous dit, les meufs, je crois qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte. Et en fait, c'était la porte de derrière, qui est donc une porte vitrée avec le verre un peu, je sais pas comment on dit, voilà, dépoli. Et on voit une silhouette qui bouge comme ça, et on entend que ça gratte à la porte et le chien qui aboie.
Donc on a flippé nos races de rechef. Moi je suis sortie avec la pompe à vélo parce que je suis débile. Voilà. Je suis partie en courant, j'ai fait c'est qui? Et là, j'entends des pas qui arrivent en courant et je me fais renverser par le chien qui était en panique, qui comprenait pas ce qui se passait, qui m'est rentré dans les pattes. Donc on l'a fait rentrer dans la maison, on a tout barricadé. On est resté dans le salon à regarder les Kairas jusqu'à 6h du mat et on n'a jamais su ce qui s'est passé. Après je suis rentrée chez moi, je n'y suis plus retournée et on n'a jamais su ce qui s'était passé. Personne n'a su expliquer ce qui s'était passé cette nuit-là. Et je sais, oui, au nom de tous les êtres humains, et je sais que Jack en fait partie, qui avons regardé des centaines d'heures de films d'horreur et qui se sont dit, mais vous en avez pas marre d'être con. Bah voilà, en fait si. Genre, Mais barrez-vous. genre, Mais, c'est ça, mais mais prenez la voiture. Chers amis Barrez-vous. qui Vous n'avaient avez une pas Non, mais pour d'intention. prendre la voiture, il fallait sortir là où il y avait potentiellement le méchant. Mais le méchant, c'est acté qu'il est dans la salle de bain. Depuis l'acte 2, on sait qu'il est dans la salle de bain. Et derrière la porte, c'était qui alors dehors? Le méchant aussi, il est dedans. Il est pas dehors, il est pas dans la Twingo, je sais pas. Non mais c'est-à-dire que le premier soir, enfin genre ce truc de nom dans les douches, tu vois, à part si Ouais. vraiment vous avez une pote qui, pour l'amour de la blague, Je pense qu'il y a peut-être Clairement, ça, hein. change de pote, Peut-être à ce que ça moment-là. fait 3 ans qu'elle est comme ça, qu'elle fait ouais. Maintenant, l'histoire, Ouais, elle est à la nuit écoute, originale. Si Ouais. tu nous écoutes, t'es super là dans la salle. J'en ai vu qui ont sauté de leur chaise. non, quand- mais vraiment, excuse-moi, il y a un truc qui m'échappe J'ai de vraiment pourquoi vous envie êtes pas de pleurer, quoi. partis. J'avais envie de me battre. Alors, ouais, moi, ce que je comprends pas, respecte, c'est mais C'est t'as un peur, Finest quoi. Girl, tu pourquoi vois. t'es pas allé dans la douche, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois t'entends que ça gratte, tu ouvres la porte et tu pètes la. Enfin, Non, je sais mais pas. non, parce que j'étais toute seule à l'étage. Les autres, elles dormaient en bas. J'étais toute seule à l'étage. J'étais en slip. Sinon, t'appelles pas la Ouais, police mais dans la tu vie, fais non, du, jamais. du kung-fu, enfin, je sais pas quoi. Pas tu en fais slip. tu fais du krav maga, je sais pas Vous quoi. avez vu la silhouette donc. Ah oui, mais c'était une Ça. silhouette, je saurais même pas te dire quelle taille elle faisait, enfin, ça bougeait. Mais Elle c'était était dépolie. la nuit, en hiver dépoli, tu vois, c'est juste ça bougeait quoi. Je sais pas ce que c'était. Je vais vous demander juste peut-être un dernier témoignage avant de conclure. Alors, c'est pas. Et puis, c'est un le dernier témoignage, article, voilà. C'est le dernier article. Par on va témoignage. conclure par encore du Nine Mother, Avant de- et Nine puis on va Horse, faire Nine le, Eyes, on va Nine. faire le Mais point merde. vrai-faux en 3 On minutes et puis l'appellera, voilà. 8 que horses. nous 5 minutes Hein et on rappe tout. Victor, tu l'appelles. Nous l'appellerons Nine Horses. Ah. Et je vais essayer de le faire un peu synthétique. Alors là, c'est un cas un peu particulier, c'est qu'il retranscrit le témoignage d'un scientifique de l'époque qui aurait discuté avec lui. L'empaquetage n'était certainement pas une chose à laquelle nous nous attendions. Ça changeait notre perception de ce qui se passait exactement. Nous pensions que les interfaces de chair étaient juste de sortes de tuyaux qui reliaient un endroit à un autre, peut-être dans une autre dimension, ou quelque autre forme de magie, il met magie entre guillemets. Mais quand le premier sujet revint empaqueté, nous avons réalisé que, à vrai dire, je ne sais pas trop ce que nous avons réalisé. Nous avons réalisé que, pour la 1000e fois dans nos expériences sur les interfaces de chair, nous étions en présence de quelque chose qui nous dépassait complètement. C'est pour ça que je parle de magie. Ces choses dépassent tant notre entendement, c'était vraiment comme fricoter avec une sorte de magie noire. Le premier sujet à nous revenir empaqueté était une fillette de 8 ans que nous avons appelée Jingles. On avait donné aux enfants des noms de chiens pour tenter de les déshumaniser, pour évacuer la culpabilité. Nous suivions là les instructions des psychiatres de la CIA, mais ça n'a pas trop fonctionné. On se sentait tous comme des merdes. Mais quel choix avions-nous? Pouvions-nous juste ignorer les interfaces de chair et ne pas les étudier? Peut-être, mais comprenez bien que les soviets les étudiaient aussi, et ça bousculait toute l'équation. S'ils avaient... Enfin bon, les questions éthiques ont été débattues jusqu'à la nausée, ce qui est fait est fait. On a largué la bombe sur Hiroshima, on a donné des couvertures aux Indiens, on a envoyé des enfants à travers des portails, tout ça fait partie de l'histoire. Quoi qu'il en soit, nous avons envoyé Jingles dans l'interface de chair, et quelque chose est ressorti 2 minutes plus tard, ce qui est plutôt long pour une interface. C'était un grand sac de matière organique, parcouru de veines, qui ressemblait vaguement à un poumon humain d'environ 1,20 m. Nous l'avons passé au rayon X et en voyant le squelette à l'intérieur, nous avons ouvert. Bien sûr, c'était Jingles, nue et couverte de sang, sans plus aucun cheveu sur la tête. Il y avait un cordon ombilical attaché à son nombril et relié à une sorte de placenta. Nous avons eu un conflit avec les chirurgiens qui voulaient lui faire du mal. Ce n'est que plus tard que nous avons compris que son sang, enfin le sang du sac, contenait de fortes concentrations d'un composé de type inconnu semblable au LSD. Celui-ci était absorbé par la peau. Le placenta était comme une usine à LSD pompant dans son corps des millions de doses. Ce type de mixture tend à rendre très violent. Nous avons donc enfilé des tenues de protection. La peau de Jingles était parfaite, comme celle d'un nouveau-né. Pas de plis à l'arrière du cou, pas de plis dans les paumes, à part les principaux. Elle avait toujours la forme d'une fillette de 8 ans, mais avait l'air beaucoup plus neuve. Nous lui avons fait passer une IRM et avons constaté que ses os étaient encore fragiles, comme si elle venait de naître.
Nous nous sommes demandé si nous avions affaire à Jingles ou à une sorte de clone. Mais quelle sorte de mécanisme aurait pu créer un clone et pourquoi? Après quelques jours en observation, elle finit par se réveiller. Nous n'étions pas sûrs que son esprit était toujours là, peut-être avait-elle été nettoyée. Nous avons donc attendu et posé des questions. Au début, son comportement était celui d'un nourrisson. Elle se contentait de sourire, de gazouiller et de remuer les mains. C'était assez dérangeant de voir ce comportement chez une fillette de 8 ans. En fait, tout était étrange à regarder. Sa peau était si pure et si fraîche, elle avait l'air d'un ange. Enfin, bref. Après un certain temps, elle se mit à babiller, prononçant quelques phrases courtes. Elle semblait passer en l'espace de quelques heures par tous les stades du développement. Dès qu'elle fut en mesure de nous comprendre à nouveau, nous reprîmes l'interrogatoire. Qui était-elle? Et elle nous donna son nom. Elle connaissait son passé. Ce n'était pas juste une clone vide. Qu'elle fût ou non la fillette originale, elle en avait en tout cas l'esprit. Alors nous lui avons posé la question dont nous attendions la réponse, la question qui nous avait taraudé toutes ces années, la question qui nous avait poussé, faisant fi de notre humanité et de notre morale, à envoyer une enfant dans la gueule béante d'un dispositif de mort. Qu'as-tu vu? Qu'y a-t-il de l'autre côté? Son expression se fit songeuse. Elle était une enfant tellement réfléchie, tellement brillante. Nous l'avions choisie pour son intelligence, si jeune et si brillante, et nous l'avons jetée dans... Bref. Elle réfléchit à la question, et il sembla alors qu'elle allait finalement donner une réponse, une vraie réponse. Je me souviens que la tension était complète dans la pièce. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu vivre avant et rien de ce que j'ai pu vivre depuis. Rappelez-vous, j'ai quitté ce programme ce jour-là, je n'ai pas donc pu interroger d'autres sujets. Elle nous raconta. Dans la chambre, j'ai commencé à me sentir fatigué. Le tout a changé et j'ai su ce que j'avais vu, je l'avais vu avant. Je me suis dit, c'est comme la chambre dans la maison de mamie, la chambre calme. Nous lui avons demandé ce qu'elle entendait par là. Elle répondit avec ces mots, ces derniers mots, avant qu'elle ne cessât simplement de vivre et resta ainsi assise, morte, avec ses yeux encore fixés sur nous. Elle dit, venez, entrez dans ces sables jaunes. Alors je pense que là tout le monde est en train de mourir, fondamentalement parlant. Merci beaucoup, on est un poil en retard. Alors on va vite, du coup, on va très très vite faire le vrai faux. Alors le vrai faux. On va commencer par le témoignage. Mamie et Xavier, l'armoire avec la forme lumineuse. Ouais. Témoignage complètement authentique, c'est-à-dire à prendre avec les pincettes, c'est-à-dire c'est une personne qui témoigne. Probablement Cette droguée. Cette personne vous embrasse et vous dit bonjour. Il s'agit Puisque c'est de Florence Porcel. Qui aurait bien aimé être là pour pouvoir la raconter, mais qui ne pouvait pas venir. Et elle raconte qu'elle a développé tout un rituel autour de son fantôme, que désormais elle l'appelle Gégé, et que quand elle va chez ses grands-parents, elle fait « Salut Gégé » à l'armoire, pour essayer de dédramatiser le truc. On a fait un Skype avec lui une fois, il était vachement sympa, très très sympa, adorable. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les fantômes japonais, c'est un vrai article de journal, donc l'étudiante existe, l'étude existe, les chauffeurs de taxi ont réellement témoigné de ça, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas, c'est à définir. Les têtes d'examen, ça me fait beaucoup rire. Alors, je vous fais le résumé. Un homme nommé Desmond Craigie déclara être l'auteur des têtes. Il les avait fabriquées en 1956 pour sa fille, quand il vivait dans la maison qu'allait ensuite occuper la famille. Il a même prouvé ses dires en fabriquant une troisième. Les têtes originales furent analysées par un professeur de l'université de Newcastle qui conclut qu'elles avaient été effectivement artificiellement moulées et non sculptées. Quant au chimiste dont on parlait, celui des ordinateurs naturels, disons juste que sa bibliographie comporte des ouvrages comme Vie et mort d'un prince druide, Le langage secret de la pierre, Les cercles du silence et La préservation des aliments par irradiation. Il a aussi été le cofondateur d'un projet baptisé le Projet Dragon qui cherchait à détecter l'énergie de la Terre aux environs de Stonehenge en compagnie de 3 physiciens, 2 archéologues, un écrivain et un sourcier. J'aime beaucoup ce mec. J'adore ce type. On dirait une version un peu cheapos du Seigneur des Anneaux, c'est parfait. Donc, voilà. Et juste avant, l'histoire de l'hôtel et du cadavre dans les matelas, en vrai, c'est une histoire qui est fausse en elle-même, mais c'est une succession de faits divers qui ont été décrites en fait, dans plusieurs motels aux États-Unis dans les années 90, début 2000. Il y a eu plusieurs cadavres qui ont été découverts et qui régulièrement sont découverts. Voilà, vérifiez bien sous le lit parce que des fois les femmes de ménage oublient de checker ce qu'il y a sous les matelas. Donc si vous allez dans un motel qui vous paraît un peu étrange, vérifiez le matelas, on ne sait jamais. Et après, barrez-vous en Twingo. Vraiment, restez pas. Avec une pompe à vélo. Oui. L'étrange paranoïa de Catherine Schmitt à Strasbourg qui avait son double maléfique. C'était pas à Brumat?
sais pas, on peut- Schiltigheim, on peut peut-être Strasbourg, demander- Mon tonton Brumath. habite là-bas, On je peut peux. peut-être demander à l'auteur. En tout cas, c'était complètement imaginaire, c'est moi qui l'ai écrit. Allez. Ah, bravo. Oui. Tu nous as fait faire pipi très fort. Ça me fait plaisir. Et l'histoire de Zozabi le clown Fais gaffe. est une histoire, Non, j'ai- pitié, j'ai- non. j'ai un peu honte de vous le dire, qui fait partie du dernier volume de Haunted Liverpool, la très populaire série de Tom Selman, maintenant disponible sur Amazon pour le prix de 6,99 livres. Oh, c'est sponsor. Ok. Il est sponsor. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Est-ce qu'on a fait le tour des histoires qui étaient vraies fausses ou Bah la mienne, je sais pas. Enfin, elle a Ouais. été postée sur Reddit, c'est sûr. La Ouais. personne C'est qui l'a fausse. postée n'a Donc, jamais. mais si c'est sur internet, c'est que c'est démordu que vrai. c'était hein. vrai. Je pense que Non, mais d'un Smiling autre côté, Man. ça peut être un, Ça un peut être mec vrai. fou, tu vois. Qui, Le enfin, Smiling ça- Man, en fait, ça fait partie vraiment d'une mythologie comme ça internet. C'est un Ouais, peu comme le Comme le Slenderman. Slenderman. exactement. Ouais, le mais Slenderman, Slenderman c'est ou pas le- un humain, là. ou Ça le pourrait Rake. être juste un Enfin, mec ouais, qui a des voilà. problèmes. Quand même, hein. Bah, il sourit. Il dit qu'il a un sourire déformé, mais pas un sourire impossible, tu vois. Enfin, Alors, on va faire un truc dans le couloir. Tu vas essayer de courir sur la pointe des pieds en regardant en l'air et en souriant. mais Et tu sais, l'histoire quand de t'es Jack fou, Parker, moi je dis mytho, drogue. prends la Twingo. Faites ce que vous Mais voulez. Twingo quand même. Enfin non, bah non, si aussi drogue, non. Bref, on Ah s'en non, fiche. Je voudrais juste souligner qu'il y a plusieurs personnes qui, dans cette heure de légendes urbaines, pour essayer de faire venir Patrick Beau ou Flaubert, ont écrit Patrick Beau. Ça ne marche pas. Hein. pas Là, il Candyman. est C'est pas 5 arrivé. fois déjà La Candyman. la Trois fois, SNCF c'est ne marche pas. Beetlejuice. Est-ce Ouais. qu'ils avaient des bougies rouges ou pas? Sinon, ça Nous marche allons pas, c'est désormais C'est vous peut-être raconter l'histoire insolite. Avez-vous Qu'est-ce qui s'est passé déjà Qu'est-ce qui s'est passé Alors, il se trouve que dans le comté d'Arizona, en 1927, Flagstaff. un chien a un jour... Voilà, n'importe quoi. Bon, on laisse notre place. Écoute, voilà, très bien. Merci beaucoup à vous. On peut vous applaudir extrêmement fort. Et je vous propose de parler cul. Donc, Mimi, mets-toi au centre, on va parler cul. On va avoir besoin de vous sur Skype. On va ouvrir le Skype. Donc, ajoutez Skype. Hashtag nuit originale. Et le Skype est pareil. C'est là. Alors, attendez que du coup, j'édite le texte. J'espère que ça va, que vous passez une bonne soirée et tout. En tout cas, j'ai vu que c'est... que cette heure vous a un peu remué et j'avoue qu'on fait pas les malins non plus, hein, sans vouloir Skype, hop, et c'est juste nuit originale, voilà. Wow. Oui, c'est vrai, il a prévenu, ça fait quand même bizarre. Contour noir, on les met à fond.